Le 4 quarts politique. Radio Shlomo Malka. Le 4 quarts politique de la semaine, le magazine hebdomadaire sur Radio J qui vous aide à décrypter, à analyser, à approfondir l'actualité de la semaine. Seul invité de ce 4 quarts ce matin, Bernard-Henri Lévy, pour un film sorti cette semaine sur les écrans, Slava Ukraini. Bernard-Henri Lévy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler de ce film que vous présentez non pas comme un documentaire, mais comme un témoignage. Ce témoignage, c'est celui d'un moment historique où, dites-vous, c'est votre expression, la planète a tourné autour de son axe. Et ce film, vous l'avez tourné en temps réel, c'est-à-dire que vous avez commencé à le tourner dès le lendemain de l'invasion russe. Oui, il a la forme d'un journal d'ailleurs, un journal de bord avec toute la subjectivité que cela suppose. J'ai parcouru cette Ukraine en guerre, j'ai parcouru ces lignes de front, j'ai eu le privilège et l'honneur d'être incorporé pendant quelques heures, quelques jours dans des bataillons ukrainiens. J'ai eu l'honneur et le privilège de parler à des civils dans les villes libérées. Et de tout ça, je fais ce film. Voilà, j'ai pris la différence entre un film et les nouvelles, mettons, c'est qu'un film, ça prend le temps, ça s'attarde, ça regarde les visages, ça écoute les voix, ça écoute les histoires, ça se tient. Un film de cinéma, celui qu'on voit donc en ce moment sur les écrans de cinéma français, ça se tient au plus près de la réalité de la guerre et de la réalité de ses victimes et de ses acteurs. Alors, on va parler de cette réalité-là et de ces visages et de ces récits que vous avez recueillis. Il faut dire tout de suite qu'il n'y a pas de plan d'archives. Toutes les scènes ont été tournées par vous-même. Absolument. C'est mon équipe et moi-même et moi. À chaque fois, j'étais là en permanence aux côtés de mon caméraman. C'est mon équipe et moi-même qui avons tourné chacune des images de ce film. Voilà, ça c'est en effet parce qu'on peut faire des films de très bonne qualité, d'ailleurs des documentaires qui collationnent des archives, des documents. Là, c'est pas le cas. Là, le principe, c'était de nous en tenir à ce que nous avions vu nous, à ce que nous avions entendu nous, à ce qu'on nous avait raconté à nous. Voilà, c'est vraiment le principe. Les images que vous voyez dans ce film, que vous avez vues, que vous verrez si vous allez au cinéma la semaine prochaine, ce sont des images que par définition vous n'avez jamais vues ailleurs. Alors, vous avez couvert beaucoup de conflits dans votre vie. C'est probablement le plus atroce, le plus horrible, le plus brutal. Et c'est aussi le conflit où vous êtes senti, je crois qu'on peut le dire, où vous vous êtes senti, en tout cas c'est l'impression qu'on a, où vous vous êtes senti le plus atteint. Non, d'abord c'est pas le plus atroce. J'ai couvert des guerres où l'atrocité était plus grande encore. Je sais pas, le génocide au Darfour, par exemple. Certaines guerres africaines étaient plus atroces. Il y a des guerres que j'ai couvertes où je me sentais presque plus concerné. Par exemple, les guerres d'Israël, que j'ai très souvent couvertes. Gaza, la deuxième guerre du Liban, où j'étais là aussi avec des unités de Tsahal sur le front. Ce que cette guerre-là a de particulier, ce qu'elle a de singulier et ce qui fait que je m'y suis mobilisé corps et âme, c'est que si on ne fait pas attention, si on laisse Poutine engranger ne serait-ce qu'un morceau de victoire,
ça peut être une guerre mondiale. Ça peut être une guerre avec des effets papillons ou des effets directs dans le monde entier. Voilà, c'est la première fois de ma vie que je suis en face, que je témoigne d'une guerre qui peut avoir pour mes enfants, mes petits-enfants et les vôtres des conséquences absolument cataclysmiques. Voilà. La guerre de Bosnie, elle était atroce, mais je savais bien que la planète n'allait pas exploser à cause de la guerre de Bosnie. Les guerres d'Israël, elles étaient horribles et et je tremblais pour Israël. Mais je savais bien qu'Israël, que Tsahal avait une puissance et une supériorité militaire indiscutée et que l'issue était peu douteuse. Là, c'est autre chose. Le monde est suspendu, le sort du monde est suspendu à cette guerre d'Ukraine. Alors, c'est un journal de bord tenu dans la seconde moitié de l'année 2022 qui commence à Kharkiv. Vous dites Kharkiv, comme vous dites d'ailleurs Kiev. Oui. Et vous le dites à l'ukrainienne. À l'ukrainienne, oui. Ben oui, parce que dans des histoires comme celle-là, il y a la bataille, elle passe aussi par la langue. Elle passe aussi par la culture. Il y a tout un débat, d'ailleurs, aujourd'hui en Ukraine, comme il y a eu après la Seconde Guerre mondiale, à propos de la langue allemande. Qu'est-ce qu'on fait d'une langue qui a été la langue des assassins? Est-ce qu'on a la position de Jean Kelevitch, qui disait « je ne parlerai plus jamais allemand de ma vie », ou est-ce qu'on a la position de Paul Celan, qui disait c'était aussi la langue des victimes? Bref. Pour l'instant, en tout cas, j'ai décidé de dire Kiev et de dire Kharkiv, oui. Alors, ça commence à Kharkiv, dans le Donbass, et ça se termine à Kherson, au lendemain de la libération de la ville. C'est une séquence de la guerre, puisque la guerre se poursuit et même s'intensifie, et que vous terminez par un appel à l'Europe et un appel à armer l'Ukraine. Pour vous, il faut que l'Ukraine gagne. Il n'y a pas d'autre alternative. Oui, pour une raison très simple, c'est que, d'abord parce que c'est juste, évidemment, parce que c'est une guerre d'agression absolument injustifiée, parce que trop de morts innocents et qui seraient morts pour rien si l'Ukraine ne l'emportait pas. Mais pour une autre raison géopolitique, c'est que si l'Ukraine perdait, ce serait un exemple terrible pour tous les dictateurs du monde. Tous se sentiraient autorisés. Il y aurait une sorte de jurisprudence Poutine. Voilà, on a le droit d'envahir son voisin. On a le droit, quand on en a la force, de violer les femmes, de déporter les enfants, de tirer sur les maternités. Et ça aurait encore une autre conséquence si l'Ukraine ne gagnait pas. Ce serait la question nucléaire. Parce qu'au fond, quelle est l'arme principale de Poutine aujourd'hui ? Quelle est l'arme principale? C'est la peur qu'il nous inspire. Et d'où vient cette peur qu'il nous inspire à nous occidentaux? Elle vient du fait qu'il a l'arme nucléaire. Imaginez qu'on ait vraiment peur. Imaginez que parce qu'on a peur, on lui concède, qu'on lui laisse un bout de victoire. Mais alors attendez, mettez-vous à la place de tous les autres États du monde qui ont les moyens. Ils se disent, mais attendez, il suffit d'avoir des armes nucléaires pour qu'on puisse tenir en respect le reste de la population du monde, qu'on puisse braver la loi internationale, qu'on puisse considérer le reste du monde comme une jungle. Mais dotons-nous vite d'armes nucléaires, vite, comme le Pakistan, comme d'autres. Et là, les craintes apocalyptiques qu'ont depuis Hiroshima des penseurs comme Karl Jaspers, comme Albert Camus, deviendrait réalité. Si Poutine gagnait, ou s'il n'avait même qu'un bout de victoire, je pense que cela serait un encouragement à une foule d'États dans le monde à se doter des armes dont il s'est servi pour braquer, pour faire chanter
le reste de la planète. Et là, les conséquences seraient atroces et incalculables. Bernard-Henri Lévy, vous avez eu de multiples rencontres avec Zelensky. C'est un homme que rien ne prédestinait à avoir le destin qui a été le sien et qui est le sien. Est-ce qu'il vous est arrivé, on en parlait ici même parce que à votre place et pendant également 1 heure, il y avait Constantin Sigov qui vit à Kiev et qui disait à propos du judaïsme de Zelensky, mais il est juif comme moi, dit-il, il a été dans une école juive, etc. Est-ce qu'il vous est arrivé, dans vos multiples rencontres avec Zelensky, de parler de son judaïsme? Bien sûr que j'en ai pas. D'abord multiple, pas si multiple, je le vois pas tous les jours, mais je l'ai vu en effet quelques fois, et je crois dans un rapport de confiance. Lors de notre première rencontre, on a parlé de ça. Il n'était même pas encore élu président de la République. Il était encore candidat, c'était, je crois, le soir du premier tour de l'élection. Évidemment que j'ai parlé de son judaïsme. C'était tellement énorme dans le pays de la Shoah par balle, dans un des pays qui a été dévoré par l'antisémitisme, qui a été une terre de sang pour les Juifs. C'était tellement énorme de voir un juif candidat et probablement en train de gagner, et de fait 15 jours après gagnant, et avec quelle majorité, que bien sûr que c'est la première question que je lui ai posée. Est-ce que c'est un handicap d'être juif ? Non. Est-ce que c'est même un atout ? Lui me disait oui. Pourquoi ? Il m'explique. Est-ce que vous vous sentez juif comment ? Est-ce que vous êtes un juif de négation, un juif d'affirmation ? Quel est votre rapport à la Shoah ? Il a, je crois, 3 oncles qui sont morts, qui ont disparu dans les camps de la mort. Donc, bien sûr qu'on a parlé de tout ça. Et Zelensky, c'est un vrai juif, c'est-à-dire un juif, comme dit mon ami Jean-Claude Milner, d'affirmation, conscient de son judaïsme et de ce que être juif veut dire. Alors, vous avez décidé dans le film de faire référence à un moment au pèlerinage d'Ouman sur la tombe de Rabbi Nachman de Bratslav. Ça fait partie pour vous de l'histoire de l'Ukraine. Quel sens vous donnez à cette séquence dans le film ? D'abord, c'est pas la première fois que je vais à Ouman, hein. Vous le savez, des images ont circulé il y a quelques années sur les réseaux sociaux, etc. Je suis allé à Ouman plusieurs fois. Pour moi, c'est un très haut lieu c'est le moins qu'on puisse dire, de la pensée juive. Et donc, c'est un lieu que je connais bien. Et c'est une œuvre, l'œuvre de Nachman de Bratslav, dont le tombeau se trouve en effet là. C'est une œuvre qui a compté beaucoup dans ma vie et qui compte encore. Donc, la scène est là à la fois par hasard, puisqu'encore une fois, c'est comme ça. Je passe à Ouman. C'est sur la route de Kherson. Mais évidemment, elle a un sens. Et le sens, c'est quoi ? C'est que je crois que l'Ukraine est en chemin, et largement en chemin, qu'elle a fait un grand bout de chemin dans le travail de deuil et de mémoire de son passé criminel. Et je crois par conséquent que la réconciliation de l'Ukraine et de ses Juifs, elle est en train de s'opérer. Et le Rav que je rencontre, qui est un ami, le Rav Nathan Benoun, c'est celui qui est venu c'est celui qui est venu au Balzac à l'avant-première du film, c'est celui qui a la garde du tombeau. Ben, il dit de très belles choses là-dessus. Sur l'existence d'abord, sur le fait que l'Ukraine est une terre de sang, mais que c'est aussi une terre de juste parmi les nations. Hein. Je crois que l'Ukraine est au 4e rang mondial selon Yad Vashem. Alors c'est le paradoxe, et on va en parler. C'est un des paradoxes, en effet. Il y a en gros 2500 ou 2000, enfin, il y a 10 fois plus de justes parmi les nations en Ukraine qu'en Russie. Donc c'est les deux, d'une part. Et puis... et on peut dire qu'il y a 10 fois plus de victimes
de la Shoah en Ukraine Oui, qu'ailleurs. oui, mais on peut dire aussi, c'est pour ça que cette histoire est extraordinairement compliquée et qu'il faut l'apprendre avec la probité dont font preuve les Juifs ukrainiens, les Juifs d'Ukraine. Les Juifs d'Ukraine savent, par exemple, si on parle de symboles, ils savent, par exemple, que Auschwitz a été libéré par un bataillon ukrainien. Auschwitz a été libéré par une armée qui s'appelait le Premier Front ukrainien, qui n'était pas composé que d'Ukrainiens, mais où les Ukrainiens étaient surreprésentés. La première unité qui est entrée dans le camp et qui a eu l'atroce privilège de voir les premières images des survivants, elle était commandée par un officier Juif. ukrainien. Et le premier tankiste à entrer, il s'appelle Anatoly Shapiro, et c'est en effet un juif d'Ukraine. Donc, toute cette histoire, elle est extraordinairement emmêlée, et le judaïsme fait tellement partie de l'histoire ukrainienne. Voilà. Alors, sur l'attitude des Ukrainiens pendant la guerre, pendant la Shoah, vous ne contournez pas le sujet, vous en parlez, et au fond, vous dites... le temps viendra pour apurer les comptes du passé, et pour l'heure, c'est ça votre position. Pour l'heure, l'urgence, c'est de sauver un peuple massacré. On verra après pour le reste. Non, c'est pas ça. Non, je dis pas ça. Bien sûr que l'urgence, c'est de sauver un peuple massacré, mais le reste est en cours. Je vous le répète, il y a un mémorial à Babillard. Il se trouve que j'ai eu le président François Hollande m'avait nommé son représentant aux cérémonies de commémoration, pour l'ouverture d'ailleurs du mémorial, du 75e anniversaire de la tuerie. J'ai prononcé en son nom et au nom de la France un discours à côté du président d'Israël, du président d'Allemagne, du président Donald Tusk de l'Union européenne. Et donc j'ai beaucoup réfléchi à tout ça, j'ai parlé longuement pendant des jours avec les responsables des communautés juives, Joseph Zizels, le rabbin Ouzman, d'autres, et puis avec les Ukrainiens et avec les représentants des partis. Et je dis pas qu'on verra plus tard, le travail est en cours, et ce travail qui a été gelé dans toute l'Union soviétique, de 1945 à 1991, en gros. Il a été gelé, puisque le communisme avait, parmi les glaciations qu'il avait opérées, il y avait celle-là. Il a démarré en Ukraine en 91. Et il a démarré avec, encore une fois, une vitesse assez accélérée. Je connais peu de pays qui vont aussi vite. Alors, c'est pas fini. Il reste encore beaucoup. Il reste à faire la lumière sur des personnages controversés, Bandera, etc. C'est évident, ça. C'est évident. Mais une grande partie du chemin a été fait avec une intention droite de la part des Ukrainiens, avec la volonté d'aller au bout du crime, de la pensée du crime et de sa mémoire. Je vais d'ailleurs vous donner un autre exemple. C'est une des premières choses qui m'avait frappé, parce que moi, l'Ukraine, je ne l'ai pas découverte aujourd'hui. L'Ukraine, j'y vais depuis 2014. J'ai pris la parole sur le Maïdan en février et en mars 2014. Une chose m'avait frappé. Le Maïdan, c'était la place de Kiev où il y avait des centaines de milliers de personnes réunies, et c'était le lieu de grands discours, et puis aussi le lieu parfois du n'importe quoi, puisqu'il y avait une sorte de parole libre. Puis il y avait des graffitis sur les murs où il y avait tout et n'importe quoi. Il y a un n'importe quoi que je n'ai jamais entendu sur le Maïdan. Il y a un n'importe quoi, une bêtise que je n'ai jamais lue dans les graffitis, c'est la bêtise, le délire antisémite. Il n'y a pas eu, pendant ces mois de la révolution du Maïdan, vous pouvez vérifier, en tout cas moi je l'ai fait, il n'y a pas eu un passage à l'acte verbal
antisémite. L'antisémitisme, il était du côté de la Russie au moment du Maïdan, puisque les Russes et leurs représentants à Kiev disaient le Maïdan, c'est une conspiration juive, c'est la juiverie plutocratique mondiale qui est en train de conspirer contre Vladimir Poutine. Alors, vous étiez dans le Maïdan, et il y a d'ailleurs quelques images que vous reprenez qui étaient déjà dans votre film précédent. C'est pas les mêmes. Pourquoi l'Ukraine, mais c'est pas les mêmes, c'est vrai. Est-ce que vous pressentiez au Maïdan que c'était le début de quelque chose, que c'était le début de ce qui allait nous tomber sur le crâne? Bien sûr, je le présentais et je le pressentais et je le dis d'ailleurs sur cette tribune. Je dis qu'une grande révolution démocratique est en marche, que cette révolution elle est inacceptable pour l'autocrate de la porte à côté, c'est-à-dire Poutine, et qu'il faut que les Européens et les Occidentaux n'aient pas peur de cette main qui leur est tendue par les Ukrainiens. Je dis ça, voilà. Et je l'ai répété après pendant des années et des années. Je n'ai pas été tellement entendu. Je suis retourné dans le Donbass. J'ai fait des reportages dans le Donbass. J'en ai fait un, en tout cas, pour Paris Match, bien avant la guerre, dans les tranchées du Donbass. Je n'ai pas été beaucoup entendu. Et puis là, la guerre a éclaté, exactement comme je l'avais annoncé. Voilà. Moi, parce qu'on dit souvent, Shlomo Malka, que cette guerre, personne ne l'a vu venir, qu'elle a surpris tous les observateurs. Pas tous, en tout cas pas moi. Moi, je savais que Poutine et les Russes ne toléreraient pas l'existence à leurs frontières de cette expérience démocratique et libérale, faisant le deuil de tous ces passés criminels, y compris d'ailleurs le passé antisémite. On va faire une pause et ensuite on reprend avec Bernard-Henri Lévy pour son film Slava Ukraini. Radio J. Le 4 quarts politique, Radio J. Shlomo Malka. Retour aux 4 quarts politiques de la semaine avec Bernard-Henri Lévy pour son film Slavia Ukraini qui sort cette semaine sur les écrans. Bernard-Henri Lévy, vous diffusez une rencontre avec Zelensky où il vous dit « Poutine n'a pas de regard, il n'a pas Dieu ». Comment vous comprenez cela? Est-ce que ça veut dire qu'il est robotisé, Poutine, aux yeux de Zelensky? Je l'entends avec mon oreille lévinassienne, qui était aussi un peu l'oreille de Zelensky, puisqu'on a parlé de Lévinas aussi pendant notre première rencontre. Il n'a pas Dieu, ça veut dire qu'il est déshumanisé. On en a parlé aussi avec Constantin Sigov, qui est l'éditeur de Lévinas en Ukraine et qui continue à enseigner Lévinas en pleine guerre. Lévinas et Boubert. Et qui est mon ami et qui est une des premières personnes que j'ai rencontrées. D'ailleurs, lorsque je prends la parole au Maïdan, les images qui sont dans le film, c'est lui qui est à côté de moi et qui traduit en temps réel, qui fait la traduction simultanée. C'est Constantin qui fait la traduction simultanée de mon discours au Maïdan. Et donc voilà, c'est un homme sans humanité. C'est un homme sans accès à l'infini, à cet infini qui fait l'homme. Voilà, c'est ça que veut dire Zelensky. Et je crois qu'il a raison. Vous avez été, je l'ai dit tout à l'heure, sur tous les théâtres de guerre. C'est votre 7e film. Et quand exactement, a commencé pour vous cette obsession d'être présent sur les zones de conflit et de témoigner? C'est pas une obsession. Il y a des fois où je m'en passerais volontiers. Non, c'est un réflexe. C'est pas une obsession. Et ça a commencé tout de suite. Ça a commencé quand j'avais 20 ans. Ça a commencé quand j'ai entendu un jour à la radio un appel d'André Malraux appelant à créer une brigade internationale pour le Bangladesh pour mettre fin déjà à la stratégie des charniers organisée par les Pakistanais, le pays de l'islam pur, comme ils se définissent eux-mêmes.
Et là, je suis parti là-bas, pas pour me battre, parce que finalement la brigade ne s'est jamais constituée, mais pour témoigner, pour écrire mon premier livre et tout ça. Donc c'est pour moi une sorte de réflexe, c'est pas une obsession, c'est comme ça. Il y a des situations qui me semblent dégueulasses, et j'ai l'impression que mon devoir est d'essayer d'en témoigner un peu autrement, de rapporter des images qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on voit d'habitude, d'en rapporter des textes qui n'ont pas été écrits par d'autres. Voilà, c'est comme ça que je conçois mon métier d'intellectuel, à côté de mon travail philosophique, à côté de mon travail sur la pensée juive, à côté de mon travail littéraire. Alors, en regardant le film et en vous écoutant, je pensais à Vassili Grossman, qui était un être amoureux de la littérature russe, de Tolstoï, mais qui était ukrainien, et qui avait toujours deux registres, comme vous. Un où il avait un petit carnet où il écrivait, il écrivait pour les journaux, il faisait ses articles, il racontait en temps réel la bataille de Stalingrad, et puis il avait un petit carnet, deuxième registre, où il puisait pour nourrir ses romans. Vous, c'est un peu la même chose, vous témoignez dans les journaux et vous faites des films. Et puis je fais des livres encore, je continue aussi à faire des livres. Oui, je fais les trois. Ça dépend il n'y a pas de loi et il n'y a pas de vraie explication. Il y a des moments où face à une question, j'ai l'impression que c'est quand j'écris l'esprit du judaïsme, il y a 7 ou 8 ans, traduit en anglais Le génie du judaïsme, qui est d'ailleurs un meilleur titre, il n'y a pas le choix. Ça peut être qu'un livre. J'aurais pu faire un film aussi, mais non, c'est un livre. Quand je fais Looking for Europe, le monologue théâtral que j'ai interprété sur toutes les scènes d'Europe, c'est du théâtre. Et puis quand je m'intéresse à l'Ukraine, ça s'impose comme un film. Je ne sais pas quelle est la loi. Vous savez, il y a un texte de Pasolini à la fin de sa vie. Il se demande pourquoi il fait de plus en plus de films. Et puis il dit à peu près ça. Il dit deux choses. D'abord que c'est pareil. Pour un écrivain, c'est presque la même encre. En tout cas, c'est la même voix. Ou plutôt, c'est la même voix, même si ce n'est pas la même encre. Et qu'est-ce qui décide qu'on trempe sa plume dans un encrier plutôt que dans l'autre ? On ne sait pas très bien. Ça se fait comme ça. Alors, ce qui vous rapproche aussi de Grossman, et ce qui est propre à ce film, c'est que vous mélangez les chroniques du front, les villes bombardées, et aussi le témoignage poignant d'une maman, les cris de joie répétés d'une grand-mère dans Kherson libérée qui crie 3 fois « Slavia Ukraini », gloire à l'Ukraine. Vous avez voulu ce mélange-là, les vivants, les survivants, les corps, les images de corps meurtris. Oui. Vous avez voulu tout ça ensemble. J'ai voulu les combattants, j'ai voulu les victimes. Voilà. C'est au fond, s'il fallait résumer, j'ai voulu les deux, les résistants et les victimes. Parce que ce qui caractérise cette Ukraine aujourd'hui, c'est qu'elle est atrocement meurtrie, presque détruite, et 2, c'est qu'elle est vaillamment résistante et souvent héroïque. Donc j'ai voulu montrer les deux choses. Moi, la destruction d'un pays, ça comme à chacun, comme à tout spectateur de ce film, ça brise le cœur. Et l'héroïsme, en revanche, ça me fait vibrer. J'admire l'héroïsme, ça m'impressionne. C'est ces moments où l'humanité est plus grande qu'elle-même, c'est des moments qui me fascinent, auxquels je m'intéresse. C'est pour ça que je m'intéresse tellement au cas de Zelensky d'ailleurs. Cet homme qui commence en Coluche et qui finit en Churchill après être passé par la case Reagan, c'est ça Zelensky. On croit que c'est Coluche, il devient Reagan, un acteur moyen homme d'État, et puis il finit en Churchill, c'est-à-dire en héros de l'Occident. Bien, ce destin-là me
me fascine. Donc je filme ça, mais pas seulement Zelensky, je filme des héros ordinaires, mais qui sont des héros. Cette jeune femme dont vous parlez à la fin du film, c'est une commandante, d'élite qui sera peut-être parmi les premières à débarquer dans les zones côtières de l'autre côté du Dniepr, encore occupées par les Russes. Elle sera peut-être, on la verra peut-être un jour débarquer sur une barge, etc. Et puis, elle est une maman qui fait réciter ses leçons tous les soirs à son petit garçon par Zoom. Elle l'a vu 2 fois depuis le 24 février, depuis 1 an. Il est à plusieurs centaines de kilomètres de là. Eh bien, entre 2 entraînements de cette soldate d'élite, elle lui fait répéter ses leçons, à distance, par Zoom ou par FaceTime. Il y a des images, comme vous dites, qui brisent le cœur, et votre film, j'en suis sûr, saura toucher le cœur des spectateurs parce qu'il est fait avec le cœur, mais aussi parce que vous racontez ce que vous avez vu. Et rien d'autre. Vous sentez aujourd'hui l'opinion française mobilisée pour l'Ukraine et pour les Ukrainiens? Oui, je la sens mobilisée et apeurée. Et je comprends, j'admire sa mobilisation et je comprends qu'elle ait peur. Et l'un des objectifs de ce film, c'est, comme disait le rabbi Nachman, et non pas Jean-Paul II, qui le lui a emprunté, n'ayez pas peur. Et voilà pourquoi. Je voudrais convaincre avec ce film les Français, mes compatriotes, les Américains, où le film va sortir aussi au cinéma très bientôt, qu'il n'y a pas de raison d'avoir tant peur que ça. Voilà. C'est d'ailleurs le Rav de Ouman, Nathan Benoun, qui me dit, dans cette grande synagogue où il a hébergé au plus fort des premiers bombardements tous les paysans du coin, tous les paysans ukrainiens non juifs du coin, c'est lui qui me dit « Poutine est un tigre de papier ». Il le dit devant le tombeau du Rav, de Rabbi Nachman. Il touche le tombeau, il l'embrasse et il dit « Voilà, je tiens à ce que le Rav soit témoin de ce que je vous dis là. Poutine est un tigre de papier ». C'est ce que je crois aussi. Moi, Bernard-Henri Lévy, et par ailleurs, j'ai plutôt tendance à faire confiance à un personnage de cette dimension et de cette sagesse. Alors, ça fait maintenant exactement 1 an qu'a commencé l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Et vous faites partie de ceux qui pensent qu'on est parti sur un conflit long et de haute intensité, parce que par moments, on vous sent l'envie de dire ça va aller très vite et la victoire est plus proche qu'on ne pense. Je le pense. Et je pense que la visite de Joe Biden, il y a quelques jours, la visite surprise, tellement spectaculaire et tellement énorme, va dans ce sens. Voilà, je pense qu'elle est en train de faire basculer les choses dans un sens qui ne peut pas être favorable à ce banni, à ce mise au banc des nations qui est en train de devenir Vladimir Poutine. Voilà. Alors, je sais bien qu'il est allié à l'Iran. Je sais, bien sûr. Enfin, l'Iran, d'accord. C'est pas non plus la superpuissance du siècle. Je sais qu'il a des accointances avec la Turquie d'Erdogan, qui lui achète son gaz et son pétrole à travers le gazoduc Turk Stream. Je sais bien qu'il est allié aux islamistes radicaux, les talibans ou les tueurs de Kadyrov, le Tchétchène. Donc il a en effet quelques alliés. Mais il me semble que c'est quand même le dernier carré. Compter pour sa survie sur l'Iran, sur les islamistes radicaux de Daesh ou de Tchétchénie, et sur un Erdogan en perte de vitesse, à mon avis, ça fait pas le poids face à l'Amérique, l'Europe et en particulier la France. La France, Volodymyr Zelensky, quand il était à Paris, a dit Emmanuel Macron a changé, et cette fois pour de vrai. Est-ce que vous diriez la même chose? Parce que c'est une phrase à double détente. Non, parce que je pense que le président Macron n'a pas tant varié depuis le début, contrairement à ce que les commentateurs disent. Il a toujours dit
qu'il se tenait aux côtés de l'Ukraine, qu'il souhaitait la victoire de l'Ukraine, et que victoire, ça voudrait dire ce que les Ukrainiens voudraient le moment venu lui faire dire. Voilà, il a toujours dit ça. Alors après, qu'il ait voulu maintenir une ligne avec Poutine, qu'il ait voulu garder un lien... Qui a disparu d'ailleurs. Oui, en plus le lien a disparu. Mais pour le jour où... Bon, tout ça est plutôt sage quand on est homme d'État. Quand on est chef d'un pays membre du Conseil de sécurité, c'est pas complètement idiot, alors que l'on se tient à 100% derrière Zelensky, de tenter de garder un fil pour le moment venu avec Poutine. Et d'ailleurs, il le faisait en accord avec Zelensky, je vous signale. Ça, garder le lien avec Poutine, c'était pas dans son dos, c'était en accord avec lui. Ça, je peux vous le dire, j'en suis témoin. Le film Slava Ukraini est sur les écrans parisiens et autres, et il sera diffusé. Vous avez la volonté de le diffuser à Kiev et avec les différents protagonistes, avec les gens qui ont tourné pour vous. Vous voulez les rassembler pour leur faire voir le film. C'est cela ? Ben écoutez, en vous quittant, ou quasiment, je me dirige vers Kiev, où il y aura très très vite, je ne peux pas vous en donner le jour ni l'heure pour des raisons évidentes, un événement pour moi et pour mon équipe très émouvant, c'est-à-dire en effet la projection du film dans un cinéma de Kiev, réouvert pour l'occasion. C'est pas, le cinéma n'est pas la principale occupation des habitants de Kiev aujourd'hui. Il sera diffusé dans un cinéma devant ces personnages venus, j'espère, de certains fronts sur lesquels nous nous sommes trouvés, etc. Donc bien sûr, ce film, il est destiné au public français, au public américain. Il sera diffusé en Israël aussi. Bientôt, je n'ai pas la date exacte, mais c'est le principe en est acquis. Mais évidemment que le montrer à ceux qui l'ont fait avec moi, c'est-à-dire ceux qui en sont en tous les sens du terme les héros, c'est un moment majeur et là, il ne va pas tarder. Vous dites beaucoup de bien d'Emmanuel Macron, même s'il y a parfois des allers-retours. Est-ce que vous dites la même chose de Biden aujourd'hui ? Est-ce qu'il s'est montré à la hauteur de l'événement ? Il s'est montré miraculeusement à la hauteur de l'événement. Dans cette affaire, il y a eu un miracle Zelensky, la métamorphose de Coluche en Churchill. C'est inouï, hein, c'est du jamais vu dans l'histoire universelle. Mais il y a quand même il y a aussi eu un deuxième miracle, c'est le miracle Biden. Ce vieux monsieur que tout le monde croyait à bout de souffle, dont les gens pensaient qu'il se contenterait de gérer l'héritage Obama et peut-être le plus mauvais héritage Obama, c'est-à-dire le deal avec l'Iran, etc., l'isolationnisme, le côté on trace des lignes rouges et on les respecte pas. C'était ça qu'on pensait tous de Biden. Eh bien, il s'est passé quelque chose dans la tête et dans la vie de cet homme. Et ça s'est passé une première fois au tout début de la guerre, en Pologne, dans un camp de réfugiés. Il a compris quelque chose et il a, pour la première fois, dit appeler Poutine par son nom, c'est-à-dire un boucher. Puis ça s'est passé il y a quelques jours, avec ce voyage magnifique à Kiev, du chef de la plus grande puissance du monde, voyage à déplacement à haut risque, mais qu'il a fait néanmoins. Donc, chapeau Biden, miracle Biden. Miracle profane, mais miracle quand même. Est-ce que vous comprenez la prudence ou les réserves ou les réticences des responsables politiques israéliens ? Je dis les responsables politiques israéliens parce que l'opinion, enfin on le verra quand sera diffusé votre film, mais l'opinion est plutôt favorable, serait plutôt favorable à l'Ukraine. L'opinion est totalement favorable à l'Ukraine. J'ai montré ce film-là qu'on voit aujourd'hui dans les cinémas, l'Arlequin ou ailleurs. C'est mon deuxième film. Premier,
Je l'ai montré en Israël en juin dernier. Et j'ai bien senti que le cœur des Israéliens était évidemment du côté de Zelensky et des siens. Première chose. Deuxième chose, prudence. Évidemment, je la comprends. Les Israéliens sont quasiment sur la ligne de front, eux aussi. Puisque la ligne de front, c'est aussi la Syrie et la partie du Liban occupée par le Hezbollah. Et en effet, eux, ils ont les missiles qui tiennent Tel Aviv et Haïfa sous leur menace. Donc évidemment que c'est une situation à haute teneur tragique pour Israël. Deuxièmement. Mais troisièmement, visite il y a quelques jours du ministre des Affaires étrangères à Kiev, et il me semble que malgré tous les risques, malgré les réticences, il a clairement choisi son camp. Puis enfin, j'ajoute, quatrièmement, que en vrai, et ça je ne veux pas vous en dire plus, mais j'en témoigne, je peux en témoigner, j'en témoignerai le moment venu en détail. L'aide israélienne à l'Ukraine, elle a commencé bien avant le déplacement du ministre des Affaires étrangères. D'abord, il y a des anciens de Tsahal, des vétérans de Tsahal qui se battent dans les rangs ukrainiens. Il y a une scène notamment dans le film, je ne le dis pas parce qu'on m'a demandé de ne pas le dire, où il y a 2 soldats israéliens, des vétérans de l'armée israélienne, et puis il y a des équipements qui sont arrivés directement d'Israël et qui sont bien précieux pour la défense ukrainienne. Est-ce que c'était une erreur? Je laisse volontairement la dernière question là-dessus. Est-ce que ça n'était pas une erreur, je vais le dire comme ça, de la part de Zelensky dans son discours à la Knesset, ou une maladresse que de dire « vous devez nous soutenir comme les Ukrainiens ont soutenu les Juifs pendant la Shoah ». Est-ce que dans la formulation, c'était habile ? C'est probablement le seul discours de Zelensky qui est un tel champion de la rhétorique et de la communication et de l'histoire d'ailleurs. Le seul discours raté, c'est celui-là. La seule énorme maladresse, il l'a commise là. Il a d'ailleurs irrité les membres de la Knesset, un grand nombre de membres de la Knesset qui l'écoutaient. Et j'ai bien perçu cette irritation. Mais elle a été surmontée. Elle a été surmontée par la société israélienne, par sa classe politique, par le président Herzog, dont je crois savoir lui aussi de quel côté son cœur penche, et de la part des forces vives d'Israël aujourd'hui. Merci Bernard-Henri Lévy, c'était le 4 quarts politique de la semaine avec pour invité pendant toute l'heure Bernard-Henri Lévy pour son film Slavia Ukraini qui sort cette semaine sur les écrans. Bon dimanche à tous.